Nous allons aujourd'hui ouvrir la seconde partie du cours, intitulée « Logique de puissance et de régulation ». Vous avez vu que dans la première partie, il a surtout été question de société, de changement social, d'acteurs sociaux. Tout ceci n'annule pas cette autre dimension de l'espace mondial, plus classique, que constituent ses aspects institutionnels. Aspects institutionnels qui ont pour fonction de permettre au système international, à l'espace mondial, de garder un minimum de cohérence et d'intégration. Il y a un changement, certes, j'espère vous avoir convaincu du fait que ce changement est infiniment plus important que ce que les observateurs et surtout les acteurs ont l'habitude de considérer, mais ce n'est pas parce que ce changement est profond que les éléments constitutifs de la vie institutionnelle internationale n'existent pas ou n'existent plus. Les États n'ont pas disparu, les institutions internationales sont toujours là et tendent même à se développer. Les logiques de puissance et, hélas, leur aboutissement, les logiques de guerre, continuent effectivement à peser sur l'espace mondial. En fait, il va être beaucoup question dans cette deuxième partie de jeu institutionnel. Pourquoi y a-t-il un jeu institutionnel sur l'espace mondial ? Ce jeu institutionnel, je vous montrerai qu'il est intimement lié à la norme et que, face à la norme, finalement, trois postures doivent être repérées. D'abord, la norme internationale, il faut bien la fabriquer. Donc, il y a toute une dynamique de l'espace mondial productrice de normes, productrice de règles, productrice d'institutions. Deuxièmement, ces normes et ces institutions, elles ne sont jamais figées. Elles vont être transformées, réformées, ce qui est d'ailleurs plutôt rare, mais surtout, elles vont être interprétées en fonction des intérêts, des choix, des besoins des différents acteurs de l'espace mondial. Enfin, troisièmement, autre dynamique qui marque l'espace mondial, agir pour se protéger des normes. Faire en sorte que le droit international ne vous contrarie pas, ne vous entrave pas, faire en sorte que l'interprétation que l'on donne de la responsabilité de protéger soit une interprétation favorable à vos propres choix diplomatiques. Commençons donc par les États. C'est une manière d'obsession. C'est une manière d'obsession, je vous l'ai souvent dit, quand on parle de système international, on sous-entend système interstato-national, comme si la vie internationale n'était faite que d'une juxtaposition d'États. J'espère vous avoir convaincu du contraire, mais ce n'est pas parce que l'espace mondial mobilise de plus en plus quantité d'acteurs que les États ont disparu. Et non seulement ils n'ont pas disparu, mais généralement ils ont tendance à se croire seuls sur scène, c'est-à-dire à considérer que les affaires internationales restent de leur domaine réservé. Je n'ai jamais dit, je n'ai jamais prétendu
Et si on vous l'oppose, dites que ce n'est pas vrai, que les États sont morts ou ont disparu. Les États continuent effectivement à manœuvrer dans l'espace mondial, mais ça nous amène quand même à une certaine distance critique. Comment expliquer ce mystère, cette bizarrerie, cette étrangeté, à savoir que l'État qui a été inventé en Europe occidentale à la fin du Moyen Âge, dans une ambiance qui était celle d'une société médiévale finissante, qui était celle d'un christianisme dominant, qui était celle de centres dynastiques qui venaient à s'affirmer, qui était celle de nations qui étaient en train de se constituer. Comment donc cette particularité propre à l'histoire occidentale pourrait, comme par miracle, s'appliquer à tout le monde? Comment cette invention propre à l'Europe occidentale pourrait ainsi constituer l'optimum de gouvernance en Asie, en Afrique, en Océanie, en Amérique? Et c'est un peu la contradiction que je voudrais vous montrer. L'État, mesdames et messieurs, ce n'est pas n'importe quoi. C'est un produit de l'histoire. Et comme tel, il doit être regardé de manière rigoureuse. C'est ce que nous allons faire ensemble pour comprendre que finalement, cet État n'est peut-être pas la formule politique la plus indiquée pour toutes les sociétés contemporaines, celle qui relève décidément d'une toute autre histoire. Commençons donc par définir rigoureusement ce qu'est l'État. Je vous ai mis la formule au tableau. L'État s'analyse à partir de l'équation suivante, E égale SP, facteur de C plus D plus I plus T plus S. Façon de vous montrer que l'on peut aussi, en sciences politiques, s'exprimer sérieusement. Épouser même l'esthétique mathématique. D'autant que ça a un sens. Ce n'est pas seulement pour amuser la galerie que j'ai fabriqué cette équation, qui est ma pleine propriété, donc ce n'est pas une équation d'auteur, ce n'est qu'une équation de professeur. Et essayons ensemble de voir ce que ça veut dire. Ça veut dire d'abord que l'État doit se définir comme une forme, c'est-à-dire une forme parmi tant d'autres, de système politique, SP. C'est un système politique, et c'est un système politique qui a 5 caractéristiques fondamentales, qui nous sont livrées par l'histoire, au moment même où l'État faisait son apparition à la fin du Moyen Âge en Europe occidentale. Ces 5 traits fondamentaux permettent de distinguer l'État de toute autre forme de système politique. Alors prenons-les les uns après les autres. D'abord, l'État est un système politique centralisé. Je passe, pour améliorer ma scientificité, du langage mathématique au langage anglais. Center building, c'est-à-dire l'État est un système politique qui, contrairement à bien d'autres, suppose une coordination politique en son centre. Les systèmes féodaux, les systèmes tribaux, les systèmes claniques ne sont pas des systèmes politiques centralisés. Et donc, nous ne pouvons pas leur appliquer la notion d'État. Je vous avais cité dans la séance numéro 2 l'exemple des Touaregs, dont on parle beaucoup en ce moment et pour des raisons hélas tragiques. Voilà une population, un peuple nomade, dont la structure de gouvernement n'est pas centralisée, d'où l'extraordinaire difficulté de faire entrer l'identité touareg dans un État doté de territoires et de frontières.
Deuxièmement, l'État est D, c'est-à-dire D comme différencié. Pour qu'il y ait État, il faut qu'il y ait une différenciation minimale des fonctions politiques par rapport aux autres fonctions sociales. L'État se distingue par ce que plusieurs auteurs appellent la sortie du politique. Le politique occupe un espace propre, distinct des autres fonctions sociales, distinct de l'économie, distinct de la religion, distinct du marché, distinct de la famille. Et ceci nous amène, mesdames et messieurs, quelque chose de très, 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 très important, à savoir que les systèmes politiques contemporains vont pouvoir être distingués par leur degré d'étatisation. Une sortie forte, une différenciation forte du politique, comme c'est le cas dans l'histoire de France, implique, suppose, traduit une étatisation forte. Alors qu'au contraire, dans les sociétés anglo-saxonnes, en Grande-Bretagne, mais surtout aux États-Unis, le politique n'est pas à ce point différencié. Et on parlera donc, à propos des États-Unis ou de la Grande-Bretagne, d'une étatisation faible, alors qu'on pourra parler pour l'Allemagne, pour la France, pour l'Espagne, d'une étatisation forte. Cette différenciation, d'ailleurs, est tellement importante dans l'intelligence de l'État que l'on a coutume, quand on parle de l'État, d'opposer grand P et petit p, c'est-à-dire d'opposer public et privé. L'État, c'est la sphère publique, grand P. Petit p, c'est la sphère privée. De même, d'opposer, dans une logique que l'on retrouve chez tous les grands philosophes d'ailleurs du XIXe siècle, et notamment chez Hegel, d'opposer l'État à la société civile. L'État existe dans son opposition, dans sa distinction, dans sa différenciation avec la société civile. De même, distinction entre le droit public et le droit privé. Et là aussi, nous voyons que dans les sociétés anglo-saxonnes, cette distinction entre le droit public et le droit privé n'est pas aussi ferme et aussi absolue que dans les sociétés romanistes, et en tout premier lieu la France, où la distinction entre un droit public et un droit privé est comme une affaire de religion. Tiens, religion, j'ai dit religion, on s'y retrouve. Dans les sociétés à état fort, la différenciation du temporel et du spirituel est forte. D'où l'idée de laïcité, de sécularité, et tous ces mésusages, ces abus que l'on sait sélectivement produire de manière à marginaliser davantage certaines religions. Dans ces situations-là, effectivement, l'espace laïque, c'est l'espace public, où aucune distinction religieuse ne doit apparaître, alors que celles-ci sont libres dès lors que l'on repasse dans l'espace privé. Donc vous voyez la solidarité qu'il y a entre la notion d'État et la notion de différenciation. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'État est un système politique institutionnalisé. Qu'est-ce que c'est qu'un système politique institutionnalisé ? Ça veut dire un système politique dans lequel la règle est distincte de l'acteur, dans lequel le prince n'est pas propriétaire des institutions. Dans notre belle tradition étatique française, il ne se verrait jamais que quelqu'un de la famille du président prétende à un emploi public. Ça s'est jamais vu. Il ne se verrait jamais que l'on confonde trésor public et cassette privée. Jamais. Dans beaucoup d'autres pays, oui. En France, jamais. C'est vous dire donc le lien intime qu'il y a entre cette autonomie de l'institution par rapport à ceux qui en sont les acteurs ou les titulaires. T veut dire territoire, c'est-à-dire, je fais rapidement allusion à la séance numéro 2 que vous connaissez maintenant, l'État se définit par une compétence exclusive sur un territoire donné, délimité par des frontières. C'est même cette
exclusivité de compétences sur ce territoire qui fonde l'État. Grand-papa Max nous l'avait dit. Rappelez-vous la définition de Max Weber, l'État est un groupement politique de domination qui revendique le monopole de la violence physique légitime sur... C'est raté. Sur un territoire donné. Sur un territoire donné. Donc, intimité entre la notion de territoire et la notion d'État. Enfin, est-ce, c'est-à-dire souveraineté. La dernière des marques fondatrices de l'État, c'est sa souveraineté, c'est-à-dire, nous disait le grand philosophe politique Jean Bodin, le fait que l'État dispose de l'autorité première, c'est-à-dire qu'il ne saurait être soumis à aucune autre autorité, ni plus petite, ni plus grande, ni égale de soi, nous disait Jean Bodin. 1576, les 6 livres de la République, très beau livre. C'est-à-dire cette prétention un peu folle, nous y reviendrons, qu'a l'État de considérer qu'il ne peut être soumis à aucune puissance, à aucun pouvoir qui le précéderait. Alors, vous voyez que l'État, ce n'est pas seulement ce système politique que l'on trouverait à travers les âges, à travers les cultures et à travers les histoires. L'État, c'est une circonstance historique.